Bonjour à tous, je suis aujourd'hui devant vous pour faire un retour sur le sujet qui est tombé à l'École nationale de la magistrature cette année et qui portait sur les océans et les mers. Sujet assez original qui a légitimement pu troubler beaucoup d'entre vous, mais qui avait été anticipé par l'ISP puisque quelques jours avant le concours, une note d'une quinzaine de pages avait été diffusée aux élèves de l'ISP sur l'année de la mer. Car effectivement, dans l'actualité, il y avait un débat assez important sur cette année de la mer, symbolisée par une conférence des Nations Unies co-organisée par la France et le Costa Rica et qui a eu lieu au mois de juin 2025 à Nice. Et par conséquent, il y avait des éléments préparatoires qui transparaissaient notamment dans l'actualité, justifiant à nouveau de bien suivre l'actualité lorsqu'on prépare le concours. Je note également que dans un passé, l'ENM avait également eu recours à des sujets un peu semblables. Je pense à celui qui est tombé en 2013 sur l'eau, dont vous pouvez trouver le corrigé sur le site de l'ISP. Alors, devant un tel sujet, certes, il fallait s'intéresser aux définitions, mais ne pas non plus perdre trop de temps. On voit intuitivement que par les océans, en nombre limité, on va désigner des espaces très importants, immenses, avec notamment en leur sein un régime de la haute mer, alors que les mers, qui sont donc entourées de rives, donc d'états, sont des espaces plus réduits, qui néanmoins ont des liens entre eux. Et donc il fallait prendre en réalité le sujet globalement, c'est-à-dire la planète bleue, avec toute cette diversité que sont des mers particulières ou les océans, avec leurs écosystèmes propres, mais aussi leurs liens qui font que le sujet maritime devait être traité globalement. Et d'ailleurs, vous pouviez travailler sur des expressions autour des sujets, sur les océans et la mer. Par exemple, ça peut être en sociologie ce qu'on appelle la maritimité, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'attrait, à l'intérêt de la mer. Ça pouvait être sur des questions de politique publique dédiées au monde maritime, mais qu'on peut entendre aussi au sens large, en englobant notamment le littoral, cette zone donc de frontière, entre guillemets, entre la terre et la mer. Et enfin, il fallait, ça aurait été l'idéal, avoir connaissance des thèmes officiels de cette 3e conférence des Nations Unies organisée à Nice en juin 2025, qui était notamment la protection de la biodiversité marine, on va y revenir, la préservation des grands fonds, la lutte contre la pêche illégale et les pollutions, et enfin l'idée d'une transition énergétique grâce à toutes les potentialités qu'offrent les océans et les mers. Alors, devant un tel sujet, une fois qu'on a vite posé des définitions, on va essayer de trouver quelques idées. Et le sujet, malgré sa difficulté évidente, reposait quand même sur quelques idées fondamentales qui sont les suivantes. D'une part, bien avoir en tête que derrière les océans et les mers, il s'agit d'espaces de communication, d'espaces de transmission, mais aussi des milieux, un milieu, à savoir milieu à explorer, à exploiter et à protéger. C'est également des endroits, des espaces qui sont des enjeux de cohabitation. Et donc, qui dit cohabitation, dit conflit là-dessus. Et enfin, ce sont des espaces avec d'énormes potentiels, avec aussi une méconnaissance encore exhaustive des fonds marins, pour des raisons d'accessibilité technique, pour des questions aussi purement de coûts financiers, pour que la recherche puisse aller profiter de tout ce qu'offrent notamment les fonds marins. Donc des espaces fragiles sans doute et méconnus. Et enfin, de dire aussi que ce sont des espaces soumis à des régimes juridiques spécifiques. Il y a des règles propres au monde de la mer.
Et puis pour terminer, une fois qu'on a parlé donc des espaces, des règles juridiques, la question de la gouvernance, c'était d'ailleurs un des enjeux de cette conférence des Nations Unies à Nice, une gouvernance qui aujourd'hui est partagée en partie entre ce que je résumerais par une forme de nationalisme côtier et de l'autre l'affirmation, la défense d'une liberté, notamment en haute mer. Donc, une fois qu'on a ces différentes idées, eh bien on détermine une problématique que je conseille de faire le plus large possible. Et dans le cas présent, pour ma part, j'ai retenu comment parvenir à une régulation des espaces maritimes conciliant autant d'enjeux divers. Ce qui me permet à la fois de traiter d'aspects spécifiques, telle mer en particulier, je sais pas moi, en termes de géopolitique, la mer de Chine par exemple, en termes d'écologie, la mer Méditerranée ou la mer d'Aral, mais aussi des enjeux beaucoup plus globaux, que ce soit donc le régime global de la haute mer ou tous les enjeux portés par les courants et les ondes océaniques qui montrent bien que la planète bleue est une machine de fluide, d'énergie, avec toute une logique à l'échelle donc de la planète. Et puis donc en insistant également sur l'idée de régulation qui pose la question des règles, la question de la gouvernance et finalement du droit, ou plus exactement des droits au pluriel qui s'intéressent aux questions maritimes. Alors, le plan, c'est un plan très classique qui a vocation à être permettre de répondre à une exigence de synthèse qui est attendue par le jury et en même temps qui se veut avec une dynamique, avec porteur d'une démonstration. Donc d'abord la synthèse commence par un constat dans un grand 1 que la mer, je résume, je ne dis pas à chaque fois les océans et les mers, la mer est un espace, et entre parenthèses un milieu, mais surtout un espace partagé entre d'un côté la liberté, de l'autre la volonté d'appropriation. Ça c'est une tension fondamentale, elle est historique, elle est juridique, elle est géopolitique et bien sûr d'actualité. Donc cette tension entre la liberté et l'appropriation permet en fait d'avoir une vision panoramique un peu du sujet. Donc d'abord dans une première sous-partie en insistant sur le côté de la liberté qui d'ailleurs a eu une illustration majeure à savoir la mondialisation. Donc ça c'est le grand A, et dans un grand B en revanche d'insister sur différentes formes d'emprise maritime qui sont des sources donc de tension. Dans un second temps, je m'intéresse donc à cette planète bleue menacée et qui donc justifie la quête d'un nouveau mode de régulation. Donc d'abord, première sous-partie, je fais le tour des menaces les plus radicales qui pèsent sur les mers et les océans. Et dans un second temps, eh bien, je rappelle quelles sont les règles déjà existantes et surtout de montrer le besoin d'un droit négocié, d'une gouvernance revisitée aujourd'hui et qui justifiera donc que cette dernière sous-partie qui est un peu vers une ouverture, puisqu'elle est liée aussi à l'actualité, et notamment les suites de la conférence de juin 2025. Je commencerai bien sûr le plan par une introduction, une accroche. Là, l'idéal, c'était bien sûr d'être au courant de l'actualité et de pouvoir rebondir sur l'organisation de cette 3e conférence des Nations Unies. Dès lors qu'on connaît bien le sujet, car il faut effectivement éviter de commencer une accroche sur un élément dont on sait que beaucoup de copies vont faire de même, car il est important de vous détacher du lot et donc d'être le plus précis possible. Dans un deuxième temps d'introduction, eh bien, je définis les mers et les océans et surtout je souligne qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion-là, en parlant donc justement des enjeux de géopolitique, des enjeux liés à la biodiversité maritime, les questions de protection, de menaces sur l'environnement marin, et en même temps en rappelant aussi que ce sont à la fois des espaces et des milieux, des espaces donc de communication et des milieux à exploiter.
Et donc, dès lors que j'arrive ainsi à une sorte pas de conclusion, attention, hein, mais j'arrive à une sorte de résumé dans cette deuxième partie d'introduction qui vient sur l'idée naturelle que face à de tant d'enjeux contradictoires, voire d'injonctions paradoxales, la seule solution de sortie de crise, c'est une régulation adaptée qui donc suppose en fait des échanges entre différents acteurs et pas seulement étatiques et des mécanismes juridiques qui jusqu'à présent étaient quand même soit spécifiques, soit inexistants. Et bien sûr, je termine par une annonce de plan qui est en fait ma première réponse à la problématique que j'ai retenue. Donc d'abord, la première partie, hein, je vous ai déjà annoncé le plan dans ses grandes tendances. D'abord, la mer est un espace qui est à la fois partagé et qui est soumis à une forte appropriation. Donc ça veut dire par là que je vais m'intéresser dans un grand A sur ce qui porte, ce qui sous-tend l'idée de liberté, et donc il faut que je choisisse des arguments. Sur un tel sujet, on avait de nombreux arguments. Il ne s'agit pas de multiplier les éléments, il faut garder un peu un équilibre, car il est important que votre copie à la fin soit bien équilibrée entre les 4 sous-parties. Donc, premier argument, j'aurais insisté sur la liberté et l'aventure. Deuxième argument, dans le prolongement de la liberté de navigation, d'insister sur un fait historique majeur qui est la mondialisation. Donc d'abord, la liberté est associée à l'idée d'aventure, d'expliquer en fait qu'au départ, les espaces maritimes étaient des zones inconnues, hein, des terra incognita, puisqu'on ne faisait que de la navigation de cabotage le long des côtes, de port en port, et que peu à peu, grâce à des techniques de la navigation, telles que la boussole, la connaissance cartographique avec des cartes, des portulans, permettant de mieux connaître les routes maritimes, eh bien, on a assisté à l'essor de ce qu'on appelle en histoire les grandes découvertes, telles que par exemple des circumnavigations, c'est-à-dire les premiers voyages autour de la Terre à la recherche pour les uns des Indes orientales, pour d'autres d'espaces mythiques, avec beaucoup de fantasmes et des prises de risques hein, par des expéditions qui se traduisaient souvent par des naufrages ou des pertes humaines importantes, telles que ce qui est arrivé notamment à Magellan. Ce temps des grandes découvertes donc est un élément essentiel qui a en plus porté, je dirais, une domination de l'Occident sur le reste du monde, que donc en gros ceux qui étaient propriétaires des navires, eh bien devenaient propriétaires d'espaces avec des partages. Pensez notamment au partage entre l'Espagne et le Portugal du côté de l'Amérique, ou le partage du Pacifique entre le Royaume-Uni et la France. À l'issue de ces grandes découvertes et d'une période de colonisation, eh bien, il y a aussi un autre phénomène qui nous intéresse et qui illustre, qui traduit comme quoi les océans sont un vecteur de communication, ce sont les migrations humaines. Migrations humaines, notamment de l'Europe vers l'Amérique, hein, à partir du 19e siècle, qui vont être illustrées hein, par les paquebots. Pensez bien sûr à la saga du Titanic, hein, le naufrage en 1912 va marquer l'histoire de la sécurité maritime, mais également les migrations humaines qui ont été des moments forts en termes, je dirais, de drame humain et de tension. Je pense aux traites négrières entre l'Europe, l'Afrique et la mer des Caraïbes. Et bien sûr, aujourd'hui, avec la question des migrations et les drames qui y sont associés pour ceux qui essayent de traverser ou la Méditerranée ou la Manche. À ce premier argument, donc, qui insiste beaucoup sur cette idée d'un espace libre d'accès ou qui peut se forcer par des acteurs humains qui prennent des risques, illustrant un peu cette idée donc d'aventure. Second argument à l'appui, c'est de dire que la mer eh bien, est au cœur d'un phénomène historique majeur qui s'est développé à partir de la seconde moitié du XXe siècle,
qui est la mondialisation. Mais pour que d'abord il y ait mondialisation, il fallait qu'il y ait une révolution à la fois technique et juridique. Révolution technique, notamment avec l'avènement du conteneur, cette boîte de 20 ou 40 pieds qui a été imaginée dans les années 50 et qui a permis en fait de révolutionner le transport maritime, mettant fin à des chargements de cargo polyvalents tels que les Liberty Ships, pour y substituer donc une boîte qui après peut être portée par un autre mode de transport, qu'il soit ferroviaire, qu'il soit par un camion ou par des péniches. Autrement dit, une révolution qui passe de l'idée d'aller de port en port, mais carrément de porte à porte, et permettant ainsi le développement d'une société de consommation et revisitant finalement les routes maritimes au fur et à mesure de l'émergence de pays beaucoup plus puissants économiquement. C'est le cas des nouveaux pays industrialisés en Asie dans les années 50-60, ce qu'on appelait notamment les dragons, et aujourd'hui bien sûr avec la Chine, bientôt l'Inde, qui sont des acteurs majeurs en termes de sources de marchandises pour être transportées vers les sociétés de consommation en Europe ou aux États-Unis. Et que à cette révolution technique, symbolisée par le conteneur, s'ajoutait également une évolution du transport avec ce qu'on appelle le gigantisme naval, puisque maintenant nous sommes sur des porte-conteneurs de 23 à 24 000 boîtes, ce qui bien sûr réduit encore d'autant plus les coûts de la marchandise et donc vient nourrir cette idée de mondialisation. Mais c'est également porté par une révolution juridique, puisque en fait avec l'essor de nouveaux États qui ont fait le choix d'avoir une flotte de transport maritime sous des pavillons différents pour des raisons notamment de coûts d'exploitation, pour des raisons de fiscalité, d'accords commerciaux. Et donc, en fait, on a eu le développement de pavillons d'États qui n'étaient pas des États historiquement importants. Pensez au Liberia, au Panama, aux Bermudes, mais qui ont permis ce qu'on appelle le phénomène de la libre immatriculation. Donc, c'est bien la démonstration à l'issue d'un grand art que les océans sont quand même marqués par un vecteur, un attachement à la liberté, et que cet attachement a permis de fortes mutations dans l'histoire de l'humanité, mais pour autant avec des moments de réaction autour de l'idée d'appropriation. C'est le grand B du grand 1. Alors cette appropriation, comment l'illustrer? Parce que là aussi, il faut éviter une liste à la Prévert, il faut plutôt essayer de viser des arguments qui seront ensuite illustrés dans la copie. Donc premier argument, c'est de dire il y a un phénomène d'appropriation porté aussi par des espoirs, des envies sur les richesses pas toujours connues, notamment dans les grands fonds marins, mais dire aussi que ce sont des espaces qui sont soumis à un autre élément, qui est un élément naturel. Et donc ces deux arguments vont venir nuancer, balancer l'idée de cette idée de liberté, on peut faire ce qu'on veut sur les océans. Donc d'abord l'idée d'appropriation, en expliquant que il y a un phénomène historique assez lent, mais qui a pris une ampleur au XXe siècle, de résistance à l'idée d'une liberté de navigation, au primat de l'état du pavillon, en pensant à l'état côtier. C'est notamment la déclaration de Santiago, 1952, où des États voyaient des pillages de leurs ressources halieutiques dans les mers côtières, parce qu'il n'y avait pas de règles, et donc des navires battant un pavillon, par exemple européen,
pouvaient venir exploiter et donc mettre en difficulté des stocks de poissons sous lesquels reposait l'activité de population littorale. Et cette déclaration de Santiago est un peu le symbole de ce qu'a appelé un professeur d'université à Police, à savoir l'emprise maritime par l'État côtier. Et ça va nourrir tout un débat juridique avec des premières tentatives de convention à Genève dans les années 50-60, puis bien sûr la conférence de Montego Bay signée en 1982 et qui voit apparaître le statut d'un État autre que l'État du pavillon, à savoir l'État côtier et l'État du port, ainsi que d'ailleurs les États archipélagiques, nouveau concept importé par le droit de la mer, mais pour rappeler en fait qu'il y avait aussi un droit préférentiel pour certains États, autrement dit, qui l'emportait sur cette idée de liberté. À cette première forme d'appropriation s'est ajouté aussi beaucoup d'envie, d'espoir sur les fonds marins, avec l'idée qu'on pouvait y trouver là des ressources peu chères et qui permettaient de relancer une croissance économique. C'est notamment le cas des nodules polymétalliques qui vont nourrir beaucoup de débats dans les années 70 et qui vont être à l'origine d'ailleurs de stipulations dans la convention de Montego Bay de 82, avec un peu quelque part l'idée qu'il faudrait encadrer la tentation que le premier arrivé puisse se servir et faire n'importe quoi. Mais on reste encore sur une démarche assez timide là-dessus, et on verra après dans un second temps qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais donc en tout cas, il y a des besoins d'exploitation dans ces fonds marins, et c'est aussi l'occasion de dire aussi qu'il y a une méconnaissance de ces fonds-là, qui doit aussi encadrer l'exploration pour éviter d'engager des actes irréversibles pour les milieux. Et vous pouvez bien sûr vous appuyer sur le principe de précaution pour développer cet argument. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a un second argument qui va venir assez naturellement, c'est-à-dire qu'en plus, il y a une autre forme d'emprise avec les océans qui vient nuancer cette idée de liberté. Ce sont des espaces et des milieux difficiles d'accès et hostiles. Difficile d'accès, vous pouvez développer notamment la question des naufrages par rapport au risque. Le risque étant d'ailleurs, par son étymologie, renvoie à l'idée d'un récif. Et donc, en fait, les menaces sont nombreuses pour la navigation, qu'on est exposé en mer, et le réchauffement climatique a des conséquences notamment sur l'apparition de nouveaux phénomènes. Je pense notamment à l'intensité accrue des cyclones sur les grands espaces marins. C'est également la question des tsunamis qui viennent menacer donc les littoraux et les populations en grand nombre qui vivent sur ces littoraux. Mais c'est également le principe même du naufrage. Vous pouvez vous appuyer sur, par exemple, le radeau de la Méduse, le célèbre tableau de Géricault, par exemple, ou bien revenir sur le Titanic si vous le souhaitiez. En tout cas, il y avait des tas d'exemples pour illustrer ce propos-là. Et puis, des milieux qui sont finalement hostiles, menaçants. Je pense notamment aux fonds marins. Vous pourriez aussi vous appuyer sur les travailleurs de la mer de Victor Hugo, où Gilliatt, le marin un peu frustre, va se battre avec un poulpe géant pendant qu'il répare la Durande, le navire qui était en difficulté. Donc, tous ces éléments-là viennent souligner que ça reste un milieu naturel et qu'on ne peut pas se l'approprier ou on ne peut pas faire ce qu'on veut librement, qu'il y a donc de nombreuses contraintes. Alors, aujourd'hui, et il faut toujours pareil trouver une transition, c'est d'expliquer que, et on revient un petit peu sur l'accroche d'introduction, disons, voilà, tout ce que je viens de décrire de manière synthétique prend aujourd'hui une dimension beaucoup plus intense, beaucoup plus grave, qui sont liées à des conditions plus générales telles que le réchauffement climatique et qui montrent la nécessité d'aller beaucoup plus loin parce qu'il y a des menaces qui ont des conséquences irréversibles.
Donc, à cette transition, ça veut dire que dans le grand 2, on va être beaucoup plus insistant dans le grand A sur ces menaces, ce qui dépasse l'idée même d'appropriation. Hein. Il est important dans votre choix, dans votre distribution des arguments entre chaque sous-partie, de bien veiller à ce que le A du grand 2 se détache par la portée de ses arguments par rapport au grand B du grand 1. Donc, dans ce grand 2, première sous-partie, d'expliquer deux choses. D'une part, que c'est un espace qui est essentiel à la survie de la planète qui est bleue. Et deuxième temps, d'expliquer que c'est le paradoxe, c'est que bien qu'indispensable, il n'empêche pas qu'il est soumis à une telle pression, de telles menaces, notamment pour une raison dictée par la question de la souveraineté. Donc d'abord, un espace est essentiel à l'humanité. C'est de rappeler en fait que les océans et la mer, c'est 71% de la planète bleue, de la Terre, que l'eau des océans, c'est presque 98% de l'eau planétaire, et que les océans et les mers sont une vaste machine qui produit des fluides, des énergies, avec beaucoup d'espoir et d'envie de recherche d'une transition énergétique qui s'appuie sur l'économie bleue notamment. Et donc cet espace est porteur de transformation. Vous voyez notamment l'impact des courants et des ondes océaniques comme El Niño ou la Niña, qui sont des phénomènes qui ont un lien très fort avec l'évolution des climats. Donc cet espace-là a beaucoup de potentiel, mais surtout il est d'une complexité qui fait qu'on ne peut pas agir unilatéralement ou isolement. C'est-à-dire, il faut agir en coopération avec tous les États. Et ça, c'est une prise de conscience quand même tardive, puisque pendant très longtemps, on est resté dans une vision de la mer comme un espace libre qui appartient à tous et que donc chacun fait comme il entend dès lors qu'il a les moyens techniques et financiers pour s'en approprier. À ce premier argument, donc d'un milieu qui est essentiel à notre humanité, s'ajoutent des milieux qui sont confrontés à des dangers, certains étant considérés comme des dangers désormais irrattrapables, et qui donc il faut agir pour réparer ou restaurer, mais marginalement finalement. Ça peut être notamment la question de la surpêche, notion qui est apparue tardivement. La première conférence internationale date de 1946 à Londres, puisque là aussi, pendant très longtemps, on pensait que les poissons étaient inépuisables, la mer nourricière étant un paradigme par rapport à une population démographique en hausse dans le monde, avec éventuellement une alternative offerte par l'aquaculture comme solution, comme réponse aux besoins démographiques. Cette surpêche, donc, bien sûr, a une forte atteinte sur la biodiversité marine, avec donc des stocks de poissons qui sont appelés à disparaître, et donc on met en place des mécanismes de régulation. C'est notamment en Europe la politique commune des pêches, la PCP, qui est une des facettes de l'Europe bleue, qui est venue encadrer l'effort de pêche dans les eaux sous juridiction nationale et européenne. Mais ce sont aussi des milieux en danger par rapport à un transport maritime qui s'est largement développé, que vous avez décrit dans le Grand 1, avec notamment les pollutions maritimes. C'est les successions de naufrages tels que le Torrey Canyon en 1967, la Mauco Cadiz en 1978 et l'Erika en 1999.
les naufrages de l'Erika et du Prestige quelques années après vont être à l'origine d'une forte réponse de l'Europe, ce qu'on appelait les paquets Erika, 1, 2 et 3, qui sont un ensemble de mécanismes pour éviter que se reproduisent de tels événements, sous forme notamment de la création d'une agence européenne de sécurité maritime, sous le renforcement des contrôles, mais aussi la transparence en matière de sécurité maritime accrue, hein, pour savoir les techniques d'affrètement par des compagnies maritimes de navires qui ne soient pas des navires poubelles, et avec un système donc de contrôle mutualisé entre différents États. Donc il y a des milieux en danger. J'ai pris donc 2 exemples, mais surtout, les océans sont un objet de conflit de souveraineté. Et ça, c'est un enjeu majeur dans votre copie, parce que puisqu'on cherche une réponse à la survie de la planète bleue, comment va-t-on le concilier avec un principe de réalité qui est la quête de souveraineté par des États? Et donc, pourquoi il y a des conflits de souveraineté? D'abord, c'est lié à des questions de frontières maritimes, plus ou moins contestées, avec des recours à des arbitrages maritimes ou à un tribunal international du droit de la mer. C'est aussi l'idée qu'il y a des espaces qui seraient encore plus ou moins inoccupés et que donc c'est à un État ambitieux de se l'approprier. Vous voyez les débats qu'il y a pour notamment par exemple les îles éparses dans le canal du Mozambique, qui sont aujourd'hui à la France, mais qui ont été revendiquées notamment par l'État malgache. C'est bien sûr la mer de Chine avec de très fortes tensions géopolitiques entre plusieurs États et l'occupation d'îlots qui sont revendiqués par plusieurs d'entre eux. Et donc ces conflits de souveraineté vont peser sur les autres débats. Ça va poser la question finalement, quelle est la hiérarchie des enjeux? D'un côté, la protection des milieux, la protection des espaces, et de l'autre, l'affirmation d'une souveraineté. Et donc, en terminant sur cette touche de souveraineté au cœur de l'État, eh bien, on déboule, je dirais, assez naturellement sur un grand B qui va essayer de démontrer la nécessité d'une régulation accrue pour ça. D'abord, premier argument, un argument plutôt historique, d'expliquer quand même qu'il y a toujours existé des règles en réalité, des règles au demeurant très spécifiques, qui sont liées en fait notamment au transport maritime, puisque l'expédition maritime était risquée, il fallait imaginer des mécanismes de mutualisation du risque. C'est ainsi que les assurances, à l'origine, sont des assurances maritimes. De même que mise en place de règles de partage de responsabilités, puis de limitation de responsabilités au fur et à mesure que le transport maritime prenait de l'importance, sont des règles propres à ce qu'on appelle le droit maritime. Idéalement, il faut être capable de montrer au correcteur votre vision claire entre d'un côté le droit maritime et de l'autre le droit de la mer. Le premier recouvre des branches du droit plutôt privé, le second, le droit de la mer, se rapproche du droit international public. À ces règles spécifiques qui donc démontrent que la mer finalement n'était pas un lieu de non-droit malgré certaines affirmations et bien sûr malgré les épisodes liés autour par exemple de la piraterie maritime que vous pouviez développer. Avant tout, aujourd'hui, la question c'est de nouvelles règles, mais surtout des règles avec un enjeu d'effectivité. Car comment peut-on, sur de tels espaces aussi larges, affirmer l'exercice de règles si on n'a pas les moyens? C'est la problématique, par exemple, d'États comme la France ou l'Australie dans le sud de l'océan Indien, où ils ont des espaces maritimes immenses et se pose la question de quels moyens nautiques et maritimes à affecter pour protéger, par exemple, de la pêche illégale. Et donc, derrière cette question de règles effectives, eh bien, c'est l'idée d'imaginer un mécanisme de coopération. C'était un peu l'idée de la conférence des Nations Unies à Nice. Comment trouver une autre façon de coopérer avec les acteurs, en plus en ouvrant à d'autres acteurs. Et c'est le principe en fait d'une conférence des parties avec les États, les ONG
impliqués dans les questions maritimes, et les scientifiques qui sont indispensables, puisqu'on a dit avant dans la copie que beaucoup de milieux sont encore peu connus finalement, et donc comment ces différents acteurs sont associés, ce qui suppose la question de quelle gouvernance face à ces enjeux maritimes et des océans. Derrière tout ça, eh bien, vous arrivez ainsi naturellement vers une conclusion qui va commencer par un résumé, qui donc résume notamment la tension liberté-appropriation, et une ouverture que moi j'aurais proposée un peu en écho avec l'accroche de l'introduction, à savoir que il y a en cours une processus de ratification d'un traité qui est important, c'est le traité sur la haute mer, qui est le symbole même de cette liberté que vous avez décrite dans le Grand 1. Ce traité, donc, doit entrer en vigueur dès qu'il a 60 ratifications. Alors, ils les ont eu après le concours. Les 60e ratifications ont été faites au mois de septembre, qui donc permet maintenant d'engager un mécanisme de COP, donc une COP spécifique aux questions de la mer, ce qui est donc bien là l'illustration de ce besoin d'une nouvelle forme de coopération pour porter, défendre un bien commun que sont notamment les fonds marins et la haute mer, qui sont nécessaires au patrimoine commun de l'humanité.